Je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui de ce qu'on a appelé le tournant adaptatif des politiques de l'environnement. L'idée qu'au niveau international, pour ce qui m'intéresse, mais je pense qu'on peut le voir ailleurs à d'autres niveaux territoriaux et puis dans d'autres domaines que les politiques de l'environnement, on est de plus en plus en train de passer de l'idée que les politiques ne visent plus, dans le fond, à éviter la multiplication des impacts des sociétés humaines sur l'environnement, en termes de pollution, en termes de consommation des ressources, etc. Et qu'on est de plus en plus en train de réfléchir à la manière dont, dans le fond, on peut essayer de s'adapter à ce changement. Donc, on passe d'une vision où il s'agissait de minimiser l'impact de l'être humain sur l'environnement, à une vision dans laquelle on considère que, dans le fond, cet impact, soit il est bénéfique, soit il serait trop coûteux de le faire diminuer, soit il est déjà trop tard, en particulier en matière climatique. Dans le fond, c'est l'idée que même si on arrêtait aujourd'hui d'émettre complètement des gaz à effet de serre, eh bien, l'inertie du système climatique est telle que, de toute manière, il y aura un réchauffement climatique, et donc, de toute manière, il faudrait prendre des mesures pour minimiser ses conséquences. Et donc, on voit, je pense, depuis une dizaine d'années, ce tournant adaptatif dans les politiques internationales de l'environnement, qui peut être considéré, c'est le titre que j'avais donné à la séance d'aujourd'hui, comme une forme de renoncement. Renoncement, à mon avis, dans deux sens. Renoncement, premièrement, dans le sens un peu classique, mais sur lequel je vais quand même revenir, qui consiste à dire, dans le fond, faire de l'adaptation aujourd'hui, chercher à s'adapter aux changements climatiques, aux changements environnementaux, c'est renoncer à lutter contre ces changements eux-mêmes. Donc, dans le fond, on aurait fini l'idée qu'il faut émettre moins de gaz à effet de serre, etc., puisque ce sur quoi il faudrait mettre l'accent, ce serait sur la capacité des sociétés à vivre avec ce changement et non pas à l'éviter. Donc ça, c'est le premier type de renoncement, qui en fait a une assez longue tradition. Et si vous regardez un tout petit peu les débuts des débats sur le changement climatique, dans les années 70 et 80, les premiers économistes qui travaillent sur ces questions de réchauffement climatique, en fait, travaillent autant sur la question de coûts d'adaptation au changement climatique que sur ce qui aujourd'hui est, semble-t-il, plus important, quoi que ce soit les deux nouveaux en train de changer, qui est, dans le fond, les coûts d'abattement et les coûts de réduction les coûts économiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, disons, il y a déjà, dans la vision du point de vue de l'économie néoclassique, une forte tradition de ce sens-là. Je viens de lire dans le Wall Street Journal, et je ne lis pas le Wall Street Journal tous les jours, mais des fois c'est une référence intéressante, un article de Björn Lomborg, qui est, je pense, bien connu de tout le monde ici, qui est ce statisticien danois, disons, qui depuis une vingtaine d'années répète un petit peu cette idée qu'il est beaucoup trop coûteux d'essayer d'atténuer les impacts des sociétés humaines sur l'environnement, et qu'on ferait mieux de mettre des moyens beaucoup plus importants sur, lui appelle ça la réduction de la pauvreté, mais aujourd'hui, le papier que j'ai lu il y a quelques jours parlait précisément d'adaptation au changement climatique. Donc avec un argument de type économique, c'est moins coûteux dans le fond de mettre des moyens pour l'adaptation que des moyens pour l'atténuation. Néanmoins, et là aussi je reviendrai là-dessus, le fait qu'au niveau international on parle de plus en plus d'adaptation ne signifie pas qu'il y a effectivement des moyens qui sont mis à disposition, notamment des pays du Sud, pour financer cette adaptation. Premier point. Et puis, deuxième manière dont, dans le fond, on peut considérer que ce tournant adaptatif est une forme de renoncement, c'est dans la forme même de ce qui constitue l'adaptation. Et là, je pense qu'on peut voir aussi un changement, qui est qu'on avait une vision, encore il y a une quinzaine, vingtaine d'années, mais je préciserai ça par la suite, de l'adaptation comme une action collective de transformation, et qu'on est de plus en plus en train de réduire ça, dans le fond, à une vision assez individualisante de l'adaptation, ou centrée sur les communautés, mais des communautés, disons, un peu dépolitisées. Et dans le fond, on réfléchit de plus en plus à la capacité des individus à s'adapter, ou de communautés à s'adapter, et surtout on met l'accent, quand on parle d'adaptation, en fait sur les solutions. Dans le fond, quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour s'adapter, etc. Et plus on parle de ces solutions, en fait, moins on parle des causes, de ce qui a produit la situation dans laquelle on se trouve, et ceci sur deux plans.
Sur un premier plan, c'est dans le fond, qu'est-ce qui a produit les changements environnementaux, notamment le changement climatique. Et là, il y a une espèce de paradoxe, parce que dans le fond, c'est devenu assez largement partagé l'idée que ce sont les sociétés humaines qui ont créé le réchauffement climatique. Donc, à part aux États-Unis ou dans certains cercles, disons, assez largement, la plupart des gens partagent cette idée que, dans le fond, le réchauffement climatique, c'est vraiment une production des sociétés humaines, enfin, qu'en tout cas, il a une origine dite anthropique. Et ce faisant, on réexternalise dans la nature, une nature qui a été socialement modifiée, mais on réexternalise dans la nature, dans le fond, les risques naturels, les dangers. Donc, certes, les sociétés humaines ont produit ce changement climatique, mais c'est le changement climatique qui produit des impacts maintenant sur les sociétés humaines, sans réfléchir, et c'est ça que j'aimerais développer dans mon exposé aujourd'hui, dans le fond, la manière dont la vulnérabilité face aux changements environnementaux, notamment face au changement climatique, est elle-même une production sociale. C'est ce deuxième aspect de l'équation qui me semble un peu disparaître dans la notion d'adaptation. Alors je vais essayer de discuter de tout ça plus en détail en deux étapes. Premièrement, en essayant de vous montrer la manière dont la notion d'adaptation a été intégrée au sein des négociations internationales sur le climat, dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et puis ensuite, vous montrer comment la compréhension scientifique de l'adaptation, disons dominante au sein des communautés épistémiques qui s'occupent d'adaptation au changement climatique dans les revues comme Global Environmental Change et au sein de l'IPCC, enfin du GIEC, comment la conception qui est dominante de la notion d'adaptation eh bien, est une notion centrée sur les impacts biophysiques et qui ignore assez largement la dimension sociale de la vulnérabilité, ce que des chercheurs comme Mark Pelling ou Jesse Ribot appellent une vision résilience de l'adaptation, qui met principalement l'accent, dans le fond, sur une idée assez conservatrice et non pas sur une transformation. Alors, premier point, l'intégration de l'adaptation dans les négociations internationales sur le climat. Si vous regardez l'origine de la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique, donc, qui est signée en 1992 à Rio, 92, pardon, enfin, tout le monde me comprend, j'espère, mais si on regarde aussi les débats qui ont eu lieu menant à cette convention, dans le fond, il y avait toujours ces deux aspects d'atténuation, mitigation en anglais, et d'adaptation, mais vraiment la notion d'adaptation était tout à fait mineure par rapport à la volonté de réfléchir à l'atténuation collective du réchauffement climatique. Si vous regardez le texte de la Convention, le mot adaptation n'apparaît qu'à deux endroits, je crois. Dans l'article 2, et je vais vous le citer, il est dit la chose suivante: l'objectif ultime de la présente Convention et de tous les instruments juridiques connexes est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Donc, aspect d'atténuation. La phrase suivante, c'est: il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement au changement climatique, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable. Donc dans le fond, la mention de la notion d'adaptation en 92, elle est uniquement liée à un objet biologique qui est l'adaptation des écosystèmes. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de changement climatique trop rapide pour que les écosystèmes aient le temps et la capacité de s'adapter. Donc la notion d'adaptation, elle est vraiment restreinte à cette dimension biologique. Même si l'article 4.4 insiste sur le fait que les pays, disons du Nord, doivent aider les pays en voie de développement à financer leur coût d'adaptation, mais cette fois-ci, adaptation est entendue dans un autre sens, qui est plutôt dans le sens du coût des mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si vous voulez, l'adaptation comme on l'entend aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique lui-même, des sociétés humaines, est assez largement absent des débats à l'origine. Et si vous regardez les rapports de l'IPCC, notamment celui de 1995, la notion d'adaptation, elle est utilisée uniquement pour traiter à nouveau des écosystèmes, des entités biologiques, et pas des sociétés humaines,
les notions de vulnérabilité, par exemple, vulnérabilité sociale, j'entends, en sont assez largement absentes. Et donc, ce qui caractérise les débats à l'origine, c'est dans le fond deux idées. C'est la première, c'est que l'atténuation sera possible. Donc, quand on négocie en 92, on est encore dans l'idée assez largement répandue qu'il est possible de mener une action concertée au niveau international pour effectivement réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui ne soit pas dangereux. Donc, dans le fond, l'idée d'adaptation de ce point de vue-là est un peu écartée puisqu'on va réussir l'atténuation. Et que, deuxièmement, les conséquences, en fait, les impacts du réchauffement climatique, comme on disait, comme on continue à dire, sont très largement incertains. On n'a pas de modèle extrêmement précis de prévision des impacts au début des années 90. On a quelques idées générales, mais dans le fond, c'est difficile de réfléchir à des questions d'adaptation quand la précision de la prévision est assez faible. Alors, aujourd'hui, disons, la vision a quand même passablement changé, puisque d'une part on considère qu'on connaît de mieux en mieux les impacts du réchauffement climatique, et d'autre part on considère de plus en plus qu'on n'arrivera pas à atténuer ce changement climatique, enfin en tout cas à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Si je regarde un petit peu les arguments qui étaient mobilisés au début, donc à nouveau dans les années 90, contre le fait de donner à l'adaptation une place importante dans la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Je pense qu'on peut en voir 4 en tout cas. La première, comme je l'ai déjà mentionné, c'est que dans le fond l'adaptation est une politique défaitiste. Donc défendre l'adaptation, c'était aller contre le besoin d'atténuation. Et comme je vous l'ai dit, les économistes plutôt de tendance néoclassique et néolibérale politiquement, eux plaidaient dans le fond pour une espèce d'analyse coût-bénéfice. Est-ce que vraiment c'est moins cher, c'est plus rationnel économiquement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou est-ce qu'il faudrait mieux mettre des moyens pour s'adapter? Disons, l'attitude qui était dominante dans les années 90 au niveau des négociations internationales consistait à dire qu'il y avait une opposition entre adaptation et atténuation, et que dans le fond ceux qui défendaient l'adaptation étaient des gens qui ne voulaient pas faire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et disons, l'état d'esprit général était plutôt d'aller dans le sens d'une réduction des émissions, donc on ne parlait pas trop d'adaptation. Deuxièmement, et ça c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important dans les 20 années suivantes, et qui aujourd'hui à mon avis est tout à fait crucial, c'est l'idée que reconnaître un besoin d'adaptation au niveau international, c'était aussi reconnaître un besoin de financer le coût de cette adaptation, et que c'est donc reconnaître, disons, une forme de responsabilité. Et c'est quelque chose qui était un point de contention majeur, comme vous le savez, dans les négociations climatiques internationales entre les pays du Nord et les pays du Sud, puisque dans le fond, les pays du Nord ont toujours refusé de reconnaître qu'ils avaient une responsabilité causale prépondérante dans la production du réchauffement climatique. Et comme vous le savez aussi, la notion de responsabilité commune mais différenciée qu'on trouve dans la Convention de 92 a une interprétation qui est très différente suivant les parties en question, puisque les pays du Sud considèrent que cette notion signifie que les pays du Nord sont responsables du réchauffement climatique, et que donc ils ont un devoir, soit de compensation, soit de financement de l'adaptation, tandis que les pays du Nord considèrent que cette notion de responsabilité commune mais différenciée signifie simplement que tout le monde a une responsabilité dans le réchauffement climatique, et donc que tout le monde doit faire un effort pour l'atténuer. Et donc, ça signifie que les débats autour de l'adaptation ont été passablement cadrés en termes de débats autour de l'équité et de la justice économique internationale, avec, dans le fond, des pays du Sud qui ont de plus en plus, pour une part d'entre eux, commencé à parler d'adaptation en termes de financement que les pays du Nord devraient aux pays du Sud pour compenser, dans le fond, les dégâts qui ont été causés par le réchauffement climatique. Ce qui, évidemment, est quelque chose que les pays du Nord, en tout cas à l'origine, refusaient complètement d'accepter. Troisièmement, l'adaptation était perçue comme une stratégie de long terme, donc il paraissait plus efficace d'attribuer des ressources à l'atténuation qu'à l'adaptation. Et puis, quatrièmement, et ça c'est quelque chose qui était assez intéressant en fait, et qui persiste aussi un tout petit peu, c'est qu'au sein même des pays du G77,
donc des pays du Sud, enfin qui sont plus nombreux que 77, mais c'est comme ça qu'ils s'appellent. Il y a un désaccord qui existe depuis l'origine, en tout cas depuis le milieu des années 90, sur la notion d'adaptation, puisque certains pays qui font partie de ce groupe sont des pays exportateurs de pétrole, des pays de l'OPEP, et dans le fond, pour eux, l'adaptation, le financement de l'adaptation, signifie aussi le fait qu'ils devraient recevoir une compensation sur le fait que si les traités internationaux entrent en vigueur, eh bien, ils ne pourront pas vendre toute leur production de pétrole. Et donc, dans le fond, pour ces pays-là, au sein du G77, eh bien, il y avait l'idée que s'il y avait des financements d'adaptation, eux devaient en obtenir une part importante, puisque dans le fond, ils n'arriveraient plus à vendre leur production de pétrole à cause des mesures d'atténuation des gaz à effet de serre. Ce qui, évidemment, face à des pays comme le Bangladesh ou les Maldives, ou enfin des petits pays insulaires, disons, était une position un petit peu cynique, disons. Mais voilà, il y avait une division importante au sein d'un groupe de négociations important. L'autre élément, enfin le cinquième, disons, j'en ai mentionné 4, mais il y a un cinquième élément, qui est que de manière un peu conjoncturelle, l'adaptation est devenue un problème des pays du Sud au sein des négociations internationales. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas, même si évidemment les pays du Sud sont a priori les plus vulnérables, même si on pourra revenir sur cette notion par la suite. Mais lors de la COP 6 en 2000, le président de la COP, lors de la conférence des parties, a un peu réparti les sujets de négociation, et puis il a regroupé adaptation avec transfert de technologie et finances, qui étaient des sujets typiques des rapports Nord-Sud. Et donc la sortie, dans le fond, de la question des négociations plus générales, et dans le fond l'adaptation est, au fur et à mesure des années, devenue, dans le fond, un problème essentiellement de pays du Sud. Ce qui fait que ça n'a pas eu peut-être l'importance que ça aurait pu avoir si ça avait été gardé dans le processus de négociation principal. Alors le premier tournant qu'on note au sein des négociations internationales, c'est la COP 7 de Marrakech en 2001, où là l'adaptation devient enfin un sujet débattu avec la création de plusieurs fonds pilotes, Adaptation Fund, qui est financé en partie avec une taxe sur les mécanismes de développement propre, et puis d'autres fonds qui sont essentiellement issus de contributions volontaires de pays du Nord, la nécessité pour les pays de produire des plans nationaux d'adaptation, une aide technique pour les pays du Sud à rédiger leurs plans, etc. L'autre tournant, donc peu à peu, donc l'adaptation devient un sujet de plus en plus important, mais l'autre tournant, c'est vraiment Copenhague, avec l'échec des négociations de Copenhague en 2009, et dans le fond la reconnaissance que ça va être très difficile d'avoir un accord international permettant effectivement la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et d'une certaine manière, en compensation, certains pays du Nord ont commencé à agiter plus fortement l'idée qu'il pouvait y avoir des transferts financiers, un financement de l'adaptation, aussi un petit peu comme compensation, même si le mot compensation, évidemment, n'est pas prononcé en tant que tel. 2010, à la COP de Cancun, il y a tout un programme législatif qui s'appelle Adaptation Framework, qui est l'intégration de la notion d'adaptation un petit peu dans toutes les politiques climatiques internationales. Alors, si on regarde la situation aujourd'hui, au niveau de ce qui est fait en termes de financement d'adaptation, la Banque mondiale estime en 2010, dans un rapport 2010, que l'adaptation devrait coûter entre 75 et 100 milliards de dollars US par an, entre 2000 et 2050, donc pas 100 milliards au total, mais 100 milliards par an. Estimation qui a été répétée d'ailleurs par la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton à l'époque. Et à Copenhague, il y a eu un accord dans le fond des pays donateurs pour dire que 30 milliards de dollars US seraient débloqués entre 2010 et 2012, même si, quand on parle de ce financement d'adaptation, c'est pas des dons, en général, c'est plutôt des prêts conditionnels, des garanties de déficit, etc. Depuis a été mis sur place le Green Climate Fund, qui a annoncé il y a quelques mois avoir obtenu 10 milliards de dollars de promesses de dons des pays industrialisés, donc ce qui est bien, disons, qui fait à peu près 10% de ce qui serait nécessaire par an en termes de financement, d'après les chiffres de la Banque mondiale, disons qui n'est pas non plus une organisation de gauchistes. Alors,
pas le temps de trop développer les questions de financement d'adaptation, mais c'est évidemment celles-là qui sont cruciales au sein des négociations internationales. Il y a en tout cas 4 dimensions. Je pourrais revenir là-dessus dans les questions si ça vous intéresse, mais je les mentionne brièvement. Première question, c'est dans le fond la taille et l'origine des financements, c'est-à-dire qui va payer pour ces fonds d'adaptation. Et surtout, est-ce qu'il y aura un mécanisme obligatoire, dans le fond. Aujourd'hui, on est uniquement sur des mécanismes volontaires, à part la taxe sur les mécanismes de développement propre. Mais dans le fond, quels sont les pays qui devraient contribuer? Dans quelle proportion? Est-ce qu'on parle de financement public structurel, ou est-ce que c'est financement volontaire? Donc une année sur l'autre, un pays peut décider de donner, de ne pas donner. Du coup, un problème de prévisibilité des ressources. On parle de plus en plus de solutions innovatrices, ce qui a l'air bien. En fait, solutions innovatrices, ça veut dire que c'est le secteur privé qui s'en occupe. Et là non plus, en général, ce n'est pas des gauchistes. Deuxième grand type de question autour de cette finance climatique, c'est la gestion des fonds. C'est-à-dire quelle gouvernance? Est-ce que ce sont uniquement les donateurs, ou est-ce que ce sont aussi les récipiendaires qui peuvent décider de l'allocation de ces fonds? Est-ce qu'on a un fonds multilatéral, comme le Green Climate Fund? Ou est-ce qu'on a une multiplication, et c'est ça qui se passe aujourd'hui, des fonds bilatéraux, où la France a son propre fonds au travers de, je ne sais plus comment ça s'appelle, votre agence du développement et de la coopération, enfin, ensuite c'est la DDC, etc. Bref, chaque pays industrialisé a son propre programme de financement d'adaptation, et du coup on a une multiplication des canaux de financement, donc une opacité totale, et donc évidemment un clientélisme porté à son paroxysme. Et surtout, dans ces mécanismes de gouvernance, quelles sont les formes de décision? Est-ce qu'on a un pays et une voix? Ou est-ce qu'on a $1, une voix? Est-ce que les acteurs qui sont représentés sont les acteurs publics? Ou est-ce que ce sont également les acteurs privés? Etc. Donc ces questions sont encore en suspens, même si le Green Climate Fund a une structure qui actuellement respecte plus ou moins l'équilibre entre pays donateurs, pays récipiendaires, mais comme je l'ai dit, il est très largement sous-financé. Troisième grand type de question, c'est la mise en œuvre. Alors, quels sont les... Une fois qu'on a de l'argent, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les règles d'allocation, dans le fond, quelles sont les entités qui peuvent obtenir ces financements? Évidemment, les pays du Sud aimeraient que ce soit les États, et les pays donateurs aimeraient plutôt que ce soit des ONG ou des acteurs privés. Et là, il y a un marché absolument gigantesque qui est en train de se développer du secteur privé de l'adaptation, notamment dans le domaine de l'assurance et de la réassurance, où en gros les deux plus grands acteurs sont Munich Re et Swiss Re, qui sont les deux plus grandes compagnies de réassurance au monde et qui depuis des années travaillent sur cette question de l'adaptation au changement climatique, ont financé en partenariat à la fois avec des organisations internationales, notamment le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement, et des ONG, comme Oxfam, des programmes pilotes, notamment de micro-assurance, avec, enfin je peux revenir là-dessus, ça m'intéresse, mais c'est un programme qui est très célèbre en Éthiopie, qui s'appelle Climate Resilience, où Swiss Re finance dans le fond développement de programmes de micro-assurance pour les paysans éthiopiens. Donc bref, on a un marché véritablement de l'adaptation, notamment dans le domaine de l'assurance qui est en train de se mettre en place. Et donc la question du financement est évidemment cruciale du point de vue de savoir quelles sont les entités qui sont financées et ne sont pas financées. Et puis finalement, la quatrième grande question en termes de finance climatique, c'est en matière d'allocation, quels sont les critères qui doivent orienter les financements? Est-ce qu'il s'agit de la pauvreté? En gros, plus un État est pauvre, plus il peut obtenir de financement. Ou est-ce que c'est une vulnérabilité physique au réchauffement climatique? Et dans ce cas-là, comment est-elle mesurée? Distance à la mer, hauteur des côtes, enfin ce genre de questionnements qui ne sont absolument pas réglés. Donc je ne développe pas plus ça, mais ça vous intéresse, je reviens là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le fond, si on regarde les négociations internationales sur le réchauffement climatique, l'adaptation est en train de monter en puissance, en tout cas sur le plan discursif. Elle est de plus en plus présentée comme un substitut à l'atténuation, mais en même temps, concrètement, en réalité, il n'y a pas de financement d'adaptation au niveau international, ou quasiment pas. On est uniquement dans des fonds bilatéraux, qui sont la plupart du temps simplement des financements classiques, entre guillemets,
d'aide au développement qui sont relabellisés climat, comme ils avaient été relabellisés gender il y a 10 ans, comme ils avaient été relabellisés empowerment il y a 15 ans, etc. Voilà, aujourd'hui, ils sont relabellisés climat et adaptation. Mais dans le fond, c'est essentiellement quand même les mêmes types de mécanismes, avec les mêmes problèmes, c'est-à-dire absence de transparence, multiplication des sources, gouvernance pas claire, clientélisme, etc. etc. Voilà. Et donc, on est dans cette situation pour les pays, disons, du Sud, pour faire vite. Le financement d'adaptation semble à la limite plus facile à gagner que des mesures effectives d'atténuation. Mais on a une multiplication des acteurs, des sources de financement, des formalisations des règles, et dans le fond, profite certainement pas aux pays et aux acteurs les moins dotés en ressources, et donc se pose toujours la question de savoir qui a le pouvoir de définir le contenu des programmes d'adaptation. Donc, premier point que je voulais avancer, voilà dans quel sens, dans le fond, l'adaptation est une forme de renoncement par rapport à l'atténuation. Et ça, il y a une littérature critique qui existe, je peux vous donner plein de références là-dessus. C'est quelque chose qui est en fait assez admis. Le deuxième aspect qui m'intéresse, et sur lequel je voudrais maintenant avancer un tout petit peu, j'ai le temps, c'est bon, j'aime bien parler. Un quart d'heure, je serai bref. C'est que l'autre chose qui est cruciale et qui, à mon avis, fait que l'adaptation correspond aussi à une forme de renoncement, c'est le contenu même de ce qu'on appelle adaptation et le contenu des politiques d'adaptation qu'il faut voir non seulement du point de vue des programmes qui sont mis en œuvre, mais dans le fond de la conception intellectuelle de ce que signifie l'adaptation. Et là, je serai un peu simpliste, mais où j'essaierai de vous montrer que dans le fond, il y a deux grandes écoles de l'adaptation, une école qui est issue de l'analyse des risques naturels, et puis une autre école qui est issue de l'analyse de la vulnérabilité sociale à travers la political ecology et la géographie radicale, et que, pour ne pas faire trop durer le suspense, c'est dans la première école qui est aujourd'hui dominante, ce qui pose une série de problèmes sur lesquels je reviendrai en conclusion. Alors, ce que je veux dire par là brièvement, c'est que dans le fond, l'idée, c'est qu'un risque de catastrophe, si on regarde par rapport au réchauffement climatique toujours, eh bien, c'est la rencontre entre un danger naturel et une vulnérabilité. Je mets naturel entre guillemets parce qu'on peut avoir beaucoup de débats sur ce qu'est la naturalité dans un danger naturel, surtout lorsqu'on parle de réchauffement climatique, où il y a clairement une origine, en tout cas partiellement anthropique, du phénomène. Mais dans le fond, on s'arrête souvent à cet aspect risque naturel. Et ce que toute une tradition d'analyse a cherché à démontrer depuis les années 70, c'est qu'il y a l'autre aspect de l'équation qui est celui de la vulnérabilité, qui fait que tout le monde n'est pas égal face à un risque naturel identique. Face à un tremblement de terre, par exemple, eh bien, tous les individus n'ont pas la même propension à être affectés. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui détermine cette propension à être affecté, ou ce qu'on peut appeler cette vulnérabilité. Et le problème, c'est que si on ne s'intéresse qu'à l'aspect risque naturel et qu'on néglige l'aspect de vulnérabilité sociale, bien, on amène souvent des solutions inefficaces, voire dangereuses, c'est-à-dire qu'elles renforcent dans le fond les situations qui ont produit la vulnérabilité en premier lieu. Elles s'intéressent souvent, les réponses en termes de risque naturel, uniquement aux manifestations du problème, mais pas à ses causes. L'utilisation de technologies peut donner un faux sentiment de sécurité et accroître la vulnérabilité. C'est des choses qui ont été souvent discutées, par exemple, en matière d'inondation, ou créer des digues. Donc, du coup, les gens viennent s'installer derrière les digues parce que ce sentiment qu'on a une solution technique. Et puis, quand la digue se rompt, c'est beaucoup plus dangereux que la situation précédente où il y avait une connaissance du fait que c'était une zone inondable, donc il ne fallait pas aller y habiter. Enfin, bref, ce genre de choses. Et surtout, l'approche, disons, par les risques naturels et les solutions technologiques sont souvent peu participatives et renforcent le pouvoir d'experts. Alors, si vous regardez la manière dont l'IPCC, donc le GIEC, traite de la question des impacts du changement climatique et des risques
qu'ils font peser sur les sociétés humaines, eh bien, c'est cette manière plutôt risque naturel, biophysique, d'envisager les risques, qui est très nettement dominante, en tout cas dans les premiers rapports, et qui le reste encore aujourd'hui, même s'il y a, là aussi, il faut le dire clairement, une évolution de ce point de vue-là. Et je pense qu'on peut comprendre un petit peu ça si on fait de nouveau un petit retour en arrière dans les années 70, brièvement pour voir un petit peu ce qui différenciait l'école des risques naturels, disons d'une école plutôt d'écologie politique, de la vulnérabilité. Alors, il y a une série de géographes dans les années 70, Burton, Cates, White, notamment un ouvrage assez important, Environment as a Hazard, en 1978, qui traite des rapports entre société et risques naturels. Et la manière dont ces auteurs conceptualisent les risques, c'est dans le fond sur un mode dichotomique. Il y a d'une part la société, d'autre part la nature, et puis la nature a des inputs sur la société, et la société peut réagir à ces inputs en s'adaptant. Et dans le fond, la manière dont la réaction face aux inputs des risques naturels est pensée dans cette perspective, c'est justement ce qui s'appelle de l'adaptation intentionnelle, qui est dans le fond une tentative d'atténuer les impacts produits par une nature qui est externe. Donc on a cette nature externe dans laquelle réside le danger, et ce que peut faire la société au mieux, c'est dans le fond de réduire la manière dont la nature l'impacte, et c'est ce qui s'appelle justement de l'adaptation. Et ça a été repris dans toute une série d'écoles, notamment en écologie humaine, comme on appelait ça à l'époque, ou écologie culturelle. Et du coup, de ce point de vue-là, la question que pose cette école, c'est dans le fond, comment est-ce que les gens, les individus, choisissent le degré de risque auquel ils vont être confrontés et les ajustements qu'ils vont mettre en œuvre. Dans le fond, si vous posez que le risque est externe à la société, le problème devient de savoir quels sont les choix plus ou moins rationnels que peuvent faire les individus et les sociétés face à ces risques. Et donc, vous pouvez développer des matrices de coûts-bénéfices. Par exemple, cas assez classique du pêcheur qui, dans le seul capital est son petit bateau de pêche et qui vit sur une côte qui est régulièrement soumise à des tsunamis, enfin, que sais-je. Et une fois sur deux, l'impact de ce risque naturel peut détruire son bateau, qui est son principal outil. Mais en même temps, pour le mettre à l'abri, il doit le treuiller, il doit aller le déplacer, etc. Bref, c'est un coût important en termes de travail et de coût d'opportunité du fait qu'il ne va pas pêcher pendant que son bateau est à l'abri. Et dans le fond, à partir de ce genre de situation, une fois que vous avez les données, on peut calculer à quel point il est rationnel pour le pêcheur de mettre son bateau à l'abri chaque fois qu'il y a une alerte au tsunami, étant donné que peut-être une fois sur deux, ces alertes se révèlent fausses, et qu'une fois sur deux, la force du tsunami n'est pas suffisante pour détruire son bien, par rapport au coût d'opportunité de mettre son capital à l'abri. Et dans le fond, le résultat, c'est qu'une société fait un certain nombre de choix d'exposition au risque, qui sont des choix en termes de coût-bénéfice, qu'on peut avoir une volonté d'être plutôt protecteur, ou au contraire plutôt exposé, mais que ce sur quoi il s'agit d'agir, dans le fond, c'est sur les incitations et sur la perception. Donc développer des systèmes d'alerte, développer peut-être la connaissance qu'ont les sociétés, les individus des risques effectifs, et vous avez toute cette littérature sur le fait que les gens ne connaissent pas les risques, ne connaissent pas les dangers, etc. Et dans le fond, c'est donc une vision qui est assez fonctionnaliste de l'adaptation au risque, et c'est aussi une vision qui est assez pratique, dans le fond, puisque elle ne s'interroge pas tellement sur ce qui produit le risque est naturel, elle s'interroge plutôt sur les solutions que les sociétés peuvent mettre en œuvre pour réduire leur exposition au risque. Et donc c'est une vision qui est plutôt adaptée aux besoins des décideurs politiques et qui est plutôt adaptée à une vision relativement conservatrice dans le fond, puisque la société est censée fonctionner bien, c'est la nature qui pose
problème. Et donc, ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est des mesures d'adaptation à cet environnement qui est plus ou moins hostile. Cette école des risques naturels, elle est fortement contestée aussi à partir des années 70, des années 80, par notamment une série de géographes radicaux qui vont plus tard être s'appeler eux-mêmes political ecologists. Je pense à des gens comme Michael Watts, par exemple, qui dans le fond contestent cette vision des risques naturels comme externes et vont au contraire mettre de plus en plus l'accent sur le fait qu'il y a certes des déclencheurs naturels, peut-être une saison plus sèche, peut-être un tremblement de terre, etc., mais que ce qui est déterminant pour comprendre l'existence d'une catastrophe, ce n'est pas le déclencheur naturel, c'est la manière dont la société, les rapports sociaux, l'économie, etc., produisent une vulnérabilité différente face à ces risques. Et dans le fond, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est quels sont les processus sociaux qui font que certains sont exposés aux risques et d'autres pas, comment certains peuvent se protéger des risques en les détournant sur d'autres, et comment, dans le fond, eh bien, les questions classiques de domination, de marginalisation, d'exclusion, d'exploitation, produisent des vulnérabilités socialement différentes. Une étude classique qui avait été faite, c'était sur un tremblement de terre de Guatemala City en 1976, qui avait été qualifié non pas de Earthquake, mais de Classquake par les auteurs de cette étude, Weisner et al. Je me souviens plus du nom de cet auteur, puisque dans le fond, il montrait que ce tremblement de terre n'avait eu des impacts mortels que sur les populations les plus pauvres. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient été forcées de construire leurs habitations sur des pentes instables. Pourquoi ? Parce que le code d'urbanisme était tel que uniquement les plus riches pouvaient payer la rente qui permettait d'avoir des situations en termes d'habitat dans les parties stables de la ville, et que les plus pauvres, qui n'avaient pas les ressources, étaient obligés d'habiter dans les endroits qui avaient des pentes instables, etc. Donc dans le fond, l'explication de la catastrophe, le fait qu'il y ait des morts, ce n'était pas une explication qu'il fallait donner par le tremblement de terre lui-même, le tremblement de terre n'était qu'un déclencheur, mais par la production sociale de vulnérabilité liée aux formes de gouvernance, aux droits de propriété, aux ressources, etc., de ces populations. Notre étude classique, c'est celle de Michael Watts sur la famine dans le nord du Nigeria. Famine qui était expliquée sur un mode un peu néo-malthusien, justement par l'école des risques naturels, dans le fond, augmentation de la population, égale pression sur les ressources, égale dégradation de l'environnement, égale incapacité à faire face dès le moment où vous avez une saison qui est plus sèche. Ce que Watts montre dans son étude, c'est une sorte de reconstruction historique sur 3 siècles, c'est comment, dans le fond, les sociétés qui habitaient ces régions avaient mis en place toute une série de systèmes qui permettaient de faire la soudure, qui permettaient de passer des saisons plus sèches de manière tout à fait efficace, en mutualisant des ressources, etc. Et comment c'est, dans le fond, le développement d'une économie monétarisée sous l'impulsion du colonialisme qui a poussé à... Ok, je vais rester un petit peu... Enfin, bref, vous voyez le genre d'explication, dans le fond, à produire, non plus pour la subsistance, mais pour le marché, et puis comment ce genre de processus a fait que dans une situation où tout d'un coup il y avait des récoltes moins bonnes, eh bien, tous les systèmes de mutualisation et de protection sociale, ce qu'on peut appeler une économie morale, se sont effondrés, et que la famine était le résultat non pas d'un changement climatique, d'une saison sèche, mais d'un changement, une transformation des rapports sociaux, ce qui ne revient pas à nier le fait qu'il y avait une année plus sèche ou qu'il y a des impacts environnementaux, mais à les comprendre au travers de cette notion de vulnérabilité sociale. Bon, je baste un petit peu là-dessus, mais le point que je veux faire, c'est que si vous regardez la littérature sur l'adaptation au sein de l'IPCC et dans les communautés épistémiques qui sont aujourd'hui dominantes, eh bien c'est encore le modèle des risques naturels, modèle évolué avec toute une série de changements, et notamment toute la littérature sur la résilience, sur laquelle je peux revenir dans les questions, ça vous intéresse, qui reste dominant, c'est-à-dire plutôt un point de vue centré
non pas sur les questionnements de ce qui produit la vulnérabilité, de ce qui produit la catastrophe, mais plutôt sur quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place, et une vision plutôt fonctionnaliste de l'adaptation qui correspondent certainement, dans le fond, aux demandes des acteurs politiques dominants et qui impliquent une vision de l'adaptation qui n'est pas une transformation du contexte social, qui n'est pas une transformation des conditions économiques dans lesquelles les gens vivent, mais qui est plutôt une préservation de celle-ci, une vision plutôt conservatrice de l'adaptation. Donc en conclusion, j'y arrive, c'est une conclusion qui pose plutôt des questions, mais on peut se demander si privilégier aujourd'hui la notion d'adaptation n'est pas problématique, surtout si l'adaptation est comprise comme une série de solutions techniques, institutionnelles à des problèmes dont l'origine n'est pas questionnée, qui font que le risque est réexternalisé, et ça c'est quand même la grande ironie de l'Anthropocène, si on peut venir là-dessus, c'est que maintenant on est dans l'Anthropocène, donc tout le monde est d'accord pour dire que la société a transformé la nature, a transformé le climat, etc. Mais ce faisant, on a complètement réexternalisé dans cette nature transformée, dans le fond, le risque. Et si vous lisez les rapports d'impact, bien sûr, c'est les sociétés humaines qui ont créé le changement climatique, mais c'est le changement climatique qui produit des famines, c'est le changement climatique qui produit de la pauvreté. Pour ce que j'ai étudié, c'est le changement climatique qui produit de la migration. Et donc, on perd complètement la médiation de ce qui... médiation sociale, de ce qui fait qu'on répond d'une manière ou d'une autre aux transformations environnementales. En plus, c'est une métaphore qui vient de la biologie, donc il y a une forte dimension fonctionnaliste, qui ignore les rapports de pouvoir interne aux sociétés humaines et qui a une tonalité néo-darwinienne. Survivent ceux qui sont adaptés, ou d'une certaine manière, les impacts sont vus comme révélant la non-adaptation de certains aux transformations. Je pense aussi, et je vais terminer là-dessus, que cette notion d'adaptation, en tout cas telle qu'elle est comprise aujourd'hui, tend à déresponsabiliser les États et les gouvernements de la conduite de politiques de réduction de la vulnérabilité au profit d'une gouvernementalité centrée sur les individus et les communautés qui sont censés s'organiser de manière plus ou moins autonome, mais sans avoir réellement les moyens de le faire face à ces transformations structurelles. Et donc à une adaptation qui est pensée comme un ajustement aux changements environnementaux, ne vaut-il pas mieux proposer une transformation de ce monde qui est devenu inadapté et qui produit des risques et de la vulnérabilité sociale. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci de l'avoir dit avec le sourire tout en étant extrêmement cynique. C'était délectable. Il y a bon, merci beaucoup Romain, vraiment. Donc l'article que m'avait envoyé Romain pour que je prépare la discussion s'appelait « Adaptation et résilience, critique de la nouvelle éthique de la politique environnementale internationale ». Donc c'est paru dans la revue Éthique publique, volume 16, numéro 1, et je pense que vous le trouverez en ligne, donc je vais faire des allers-retours un peu dans mes questions entre ces deux articles, ces deux productions, on va dire, de Romain Felli. Je trouve que le second est parfaitement dans la lignée du premier. Il n'y a pas de contradiction, donc tout va bien. Alors, finalement, je vais peut-être te ramener à une autre échelle, parce que tu accordes dans tes articles, et c'est tout à ton honneur, une place prépondérante, voire unique aux institutions internationales et surtout au discours et à la fonction symbolique et performative du discours des institutions internationales dans le changement social. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous lire la petite citation en début d'article. « Changer le monde, quelle drôle d'idée, il est très bien comme ça le monde, pourquoi le changer ?» Donc c'est OSS 117, Rio ne répond plus, dans la catégorie un peu B du film français. Mais c'est à moitié une blague seulement, puisque ce que tu nous montres, c'est à quel point les institutions internationales, finalement, à une échelle globale qu'on prendrait pour acquise, et c'est bien là mon problème, ces institutions internationales dictent des cadres de principe, des cadres théoriques, des cadres cognitifs et des cadres juridiques qui auraient des effets sur le changement et les changements sociaux qu'on peut remarquer. Donc tu isoles dans l'article une éthique
et dans la présentation un discours, mais quand on dit une éthique et un discours, c'est un parmi tant d'autres, selon lesquels toutes les sociétés sont engagées dans le même processus autour d'une humanité unique, finalement, unique littéralement, responsable, même s'il y a des petites nuances à ce sujet, dans le changement climatique et autres désastres environnementaux. Donc, en premier lieu, la première question que je vais procéder par point, la première question que je voulais te poser porte sur la notion de sujet et de subjectivité que tu évoques dans l'article. Pour moi, qui dit sujet, dit émancipation également. Et finalement, les communautés dont tu parles, donc la notion de bien commun notamment, qui t'est familière, sont également une revendication d'acteurs qui entrent en conflit avec cette dimension-là et justement ce discours majoritaire sur l'adaptation. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet finalement, sur la conflictualité inhérente à ce discours de l'adaptation, sur ses réceptions, à partir d'exemples peut-être ou de manière plus théorique? Ensuite, la deuxième chose, c'est effectivement le décalage flagrant entre le discours et la dimension performative de ce discours, presque sublimatoire, où on a l'impression que finalement, en disant les choses, elles ont lieu, elles se produisent. Et la pratique, donc tu as bien détaillé les impossibilités financières et logistiques à mettre en place une réelle politique de l'adaptation. Et néanmoins, ce décalage, j'aimerais que tu reviennes dessus, parce qu'il est vraiment crucial. Je pense qu'il peut être vraiment documenté, notamment avec de la sociologie politique. Et moi, il me fait beaucoup penser aux analyses de l'Union européenne, notamment, donc à une autre échelle de réflexion, notamment au rôle des lobbies et sur finalement l'inadaptation ou l'incompréhension totale entre ce que l'institution porte comme discours et ce qu'elle met en pratique comme fonction. Et finalement, est-ce qu'on peut vraiment analyser ces deux choses, ces deux entités en même temps? Est-ce qu'il ne faudrait pas tendre à les dissocier dans l'analyse? Voilà. Et est-ce que finalement, le rôle performatif du discours n'est pas un champ en soi? Donc, tes deux travaux ici, mais les autres aussi, tendent à montrer comment cette manière de parler de l'environnement et cette manière de parler de l'écologie revient à terre toutes les autres manières de le faire. Et notamment, et c'est là mon troisième point, il y en aura beaucoup d'autres comme ça, quelques-uns, dans le cadre de la crise économique en fait. Ouais, je surveille le temps. Oui. Est-ce que ailleurs, est-ce que cette notion de crise économique, de crise financière, de crise écologique, est-ce que cette notion de rupture est problématisée dans ces discours-là? Est-ce qu'on y prend garde ou est-ce que finalement on fait comme s'il ne s'était rien passé? Ensuite, quatrième point, tu insistes plus dans l'article que dans la présentation sur la notion de justice sociale et de justice environnementale. Et la question que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'on assiste à un simple glissement, à une simple extension du champ? Est-ce que finalement, là où on analysait des rapports de domination qui étaient marqués par l'injustice, donc avec tout ce que tu as dit, rapports de domination, exploitation, création de vulnérabilité qui sont des constructions socio-historiques, est-ce que finalement on assiste à une simple diffusion ou élargissement du cadre à des problématiques environnementales, ou est-ce qu'il y a une différence ontologique réelle entre ces injustices environnementales ou dans la manière de les problématiser? Et en fait, si je te pose cette question, c'est parce que ce qui me frappe dans tes travaux, c'est le fait que tu ne mentionnes pas, alors que ça a l'air d'être un acquis pour toi, la continuité du travail sur le développement durable d'une manière générale, donc, parmi lesquels la résilience et l'adaptation, dans le cadre tout simplement d'une pensée du développement, voire, qu'étudie la socio-anthropologie critique du développement. Et finalement, tu pourrais trouver, je pense, de nombreuses ressources pour tes travaux. Et finalement, comme tu l'as dit toi-même, on a l'impression que c'est un nouveau volet de ces justifications des rapports Nord-Sud qui finalement se reproduisent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et si on lit les travaux des post-colonial studies, des cultural studies, depuis la découverte de l'Amérique. Donc, comment tu insères ces glissements dans cette histoire longue du développement et de la colonisation? Est-ce que c'est une question que tu te poses? Et si oui, comment? Ensuite, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est tu dis dans l'article que tu ne veux pas définir la notion de résilience parce qu'elle part dans tous les sens. Je pense que c'est néanmoins intéressant de s'y attarder un instant. Moi, je n'ai pas du tout conscience de son étymologie, sauf à lire rapidement les travaux de Boris Cyrulnik, qui est un spécialiste de l'éthique animale quand même. Et donc, je suis vraiment curieuse. Ouais,
et non pas de la psychiatrie ou de la psychologie. Je suis assez curieuse parce que je trouve que justement ramener ça à l'individu ou à des communautés complètement fourre-tout et vagues qui n'ont pas de sens, c'est assez symptomatique d'un certain tour de naturalisation que peuvent prendre aussi, ou que risquent de prendre aussi les sciences humaines et sociales, à travers les programmes interdisciplinaires et la structure des budgets, et ça, toutes les choses qu'on connaît par cœur, nous surtout, mais aussi à travers la naturalisation des catégories cognitives, c'est-à-dire que finalement le fait collectif n'existe plus, et on s'attarde à ce qui serait de l'ordre de l'action par contagion, c'est ce qu'on a vu dans le colloque sur la transition, finalement des modes d'action qui ne sont plus des modes d'action sociaux, mais des modes d'action d'individu vers l'individu, et je trouve que c'est extrêmement dangereux, non seulement en termes de fait, mais surtout dans la manière dont ça peut aussi faire revenir en arrière les sciences sociales et notre prisme. J'ai bientôt fini. Est-ce que tu as des économistes non classiques que tu aimes bien, desquels tu pourrais nous parler? Ça, c'était le 6e point, parce que des fois, on se dit, mais... Oui, d'accord, mais pas celui-là. Des vivants avec qui on pourrait inviter au séminaire, par exemple. Parce que j'ai l'impression que, finalement, le spectre des économistes est très, très, très largement néolibéral idéologiquement et classique théoriquement. Et finalement, est-ce qu'on peut trouver des ressources ailleurs? Est-ce qu'il y aurait des ouvrages dont on pourrait parler ici qui pourraient apporter un peu d'eau à notre moulin? J'ai presque fini. Non, mais il me regarde de travers. On limitera les questions à 3 la prochaine fois. Ensuite, la question de la vulnérabilité. Il y a 3 ans, avec un collègue, Malcolm Ferdinand, on est parti en Haïti avec Cuba pour travailler sur justement cette question de la construction de politique des risques et s'expliquer comment, face à un même typhon, 200 000 morts d'un côté et 3 de l'autre, hein, pour le dire de manière caricaturale, mais finalement, est-ce que les États ne résistent pas eux aussi à une autre échelle, pas forcément l'État cubain, mais à ces principes-là, voilà. Donc quelles sont les opportunités qu'ils développent et les stratégies? Je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux répondre à tout. Enfin, je sais que je ne peux pas répondre à tout. Mais je vais essayer quand même. Alors, discours sur les organisations internationales. Oui, c'est vrai, voilà, bon ben... je me suis spécialisé ces derniers temps, effectivement, sur le discours des organisations internationales. Le projet que tu as mentionné au début, en fait, est un projet sur les organisations internationales. Enfin, la notion de résilience dans les organisations internationales. Donc, voilà, évidemment, j'ai un biais cognitif ou épistémologique là-dessus. Je réponds à la question suivante, mais je reviendrai à la première, où tu mentionnes assez bien justement ce décalage vraiment flagrant entre le discours, la théorisation, etc., et les actions. Le cas de la Banque mondiale a été amplement étudié de ce point de vue-là. Mais je ne pense pas qu'il faille justement dichotomiser et en faire 2 domaines différents. Et je pense, avec un grand barbu célèbre, que précisément il s'agit de comprendre, de faire une critique de l'économie politique. Et quand Marx parle d'une critique de l'économie politique, ce n'est pas uniquement des économistes, mais c'est dans le fond des visions de la société, au sens où les représentations que les idéologues, pour utiliser un mot qui est plus à la mode, avant les producteurs d'idées, ou je ne sais pas comment, les idéologues, représentent nécessairement quelque chose de la société dans laquelle ils sont pris et dont ils sont en partie les explicateurs, les défenseurs, etc. Et une organisation internationale a un discours qui n'est pas purement pour amuser la galerie. Non, on peut avoir cette impression, c'est vrai, j'ai lu ces trucs sur la résilience, j'en ai des piles et des piles dans mon bureau de toutes les organisations internationales qui ont toutes au moins 15 rapports là-dessus, etc. Donc on peut dire que c'est complètement fantaisiste, mais je pense qu'il faut essayer de le comprendre à la fois par rapport au fait qu'un acteur qui est pertinent, qui est pas marginal, et la Banque mondiale, d'autres, sont des acteurs qui sont quand même dans les rapports de force existants, dans la structure existante du monde, etc., sont quand même des acteurs importants, doivent nécessairement prendre en compte les contradictions réelles existantes dans le monde. Ne peuvent pas complètement les négliger. Et du coup, la question de la
reproduction sociale au sens large, j'intègre dans le fond les questions environnementales sous cette notion de reproduction sociale au sens large, doivent nécessairement avoir un écho dans leur production intellectuelle, dans la manière dont elles se représentent le monde et dans la manière dont elles cherchent à le façonner. Et évidemment, il y a un décalage entre ce qu'elles peuvent écrire, dire, et au sein même d'une organisation, il y a des décalages immenses, mais je pense qu'il faut pouvoir l'expliquer en termes d'idéologie, justement. Idéologie, non pas comme simple erreur ou fausseté sur le monde, enfin pas au sens d'Althusser, mais idéologie au sens de conception partielle du monde qui cherche à agir et qui donc nécessairement a une forme de prise aussi sur le monde. Il faut voir aussi que les organisations internationales sont aussi limitées par leur propre financement, par ce que les États, en tout cas les plus puissants, acceptent ou n'acceptent pas, leur permettent de faire ou de ne pas faire, et donc elles ont aussi une sociologie là-dessus, une forme d'autonomie où elles cherchent à se perpétuer en tant qu'organisation, etc. Et donc de ce point de vue-là, elles ont, ça je pense que c'est indéniable, sauté sur le réchauffement climatique, disons, comme manière de rénover leur mandat, d'obtenir des nouveaux financements. C'était très visible pour ce qui m'intéressait, mais sur l'OIM et donc l'Organisation internationale des migrations et le HCR, qui pendant 5 ou 6 ans ont commencé à toutes sortir des rapports sur les réfugiés climatiques, les migrations environnementales, etc., parce que voilà, les réfugiés victimes de guerre, tout le monde s'en fiche, mais tout d'un coup les réfugiés climatiques, c'était devenu un truc un peu intéressant, et donc hop, elles ont fait pas mal de colloques, des choses là-dessus. Voilà, donc il y a une interaction, et je pense que c'est ça, je n'ai pas encore réussi à le faire, mais c'est ça qui m'intéresse d'étudier, ce décalage entre discours et pratique, non pas de les prendre comme deux phénomènes différents, mais justement d'essayer de comprendre ce que ce décalage signifie du point de vue de l'idéologie et du point de vue d'un enfant de ce qu'il y a dessous, quoi. Enfin derrière, ou en amont. Non, si je dis dessous, ça donne un peu une idée de hiérarchie. Ou de complot. Non, en tout cas pas de complot. Je pense que ce serait trop facile. Après, voilà, bien sûr, c'est un article, c'est une présentation, donc nécessairement, je ne suis pas assez subtil, et puis nécessairement, je fais des généralités, et puis nécessairement, je parle, enfin, nécessairement, je parle parce que c'est mon objet d'étude, disons, de ce niveau international. Je ne veux pas donner l'impression que je pense qu'il n'y a que ça de vrai, et surtout, encore moins, que les organisations peuvent produire ce qu'elles disent, parce que ça serait vraiment une catastrophe. Du coup, moi, j'ai pas actuellement travailler sur les sujets et la subjectivité qui s'opposent à ça. C'est pas mon objet d'étude, alors je le regrette. Et voilà, j'aimerais pouvoir le faire. Mais c'est pas ça ce sur quoi j'ai travaillé. Après, j'ai lu des choses. Voilà, mais disons, nécessairement, mon analyse, elle est partielle de ce point de vue-là. Sur la crise économique, est-elle problématisée ? Oui, d'une certaine manière. Mais pas directement. C'est une autre partie de la recherche que je ne vous ai pas présentée ici, mais qui est une partie plus quantitative, où en gros je fais une analyse quantitative du discours de certaines organisations internationales. Et ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point le thème de la résilience explose après 2008. Quoi. Donc en gros, si vous regardez les courbes d'une série de mots, vous savez la crise économique de 2008, vous avez la durabilité qui tombe en chute libre, et vous avez la résilience qui devient vraiment la solution à tous les problèmes. Non seulement dans le domaine environnemental, parce qu'au début, résilience est restreint uniquement aux questions environnementales, et puis au fur et à mesure que le temps se déroule, tout devient sujet et objet de résilience. Donc les territoires sont résilients, les sociétés sont résilientes, les économies sont résilientes, le système financier est résilient. Et surtout, il y a une transformation normative où non seulement on constate, mais surtout, à partir du milieu des années 2000, on peut produire cette résilience, dans le discours, toujours. Donc, un rapport de la Banque mondiale du début des années 2000 dit que tel ou tel écosystème est plus ou moins résilient à un choc climatique. Et puis, à la fin des années 2000, il faut produire la résilience il faut encourager la résilience de telle société, les économies doivent devenir résilientes, etc. Donc il y a cette idée que la résilience est, dans le fond, une solution. Et ça,
s'il ne faut pas être trop mécaniste, mais disons très clairement la crise économique de 2008, à mon avis, a été un facteur significatif de développement de cette idée de résilience comme adaptation au choc, quoi. Mais ce n'est pas thématisé en tant que tel. Sur la justice sociale, en fait, je ne vais pas y répondre parce que je ne sais pas quoi répondre exactement, mais je suis prêt à y réfléchir. Sur le développement, c'est aussi très difficile, il me faudrait beaucoup plus de temps pour répondre, mais je pense qu'il y a en tout cas une transformation. Au sens où, si on regarde la notion de développement dans l'après-deuxième guerre mondiale, de Rostov, de ces gens-là, il y a l'idée qu'il existe des sociétés qui ont des modes de fonctionnement et des rationalités qui ne sont pas compatibles avec, disons, un comportement rationnel d'accumulation. Et dans le fond, l'objet du développement, c'est de rendre ces sociétés, les individus qui les composent, compatibles avec une forme d'accumulation économique. Avec derrière l'idée, en tout cas au niveau de justification, que c'est l'accumulation qui permet justement le développement, qui permet l'obtention d'un certain nombre de biens, de l'éducation, de la culture, etc., qui sont désirables. Je pense, enfin pas que je pense, mais je m'appuie sur un économiste, pour le coup que je peux citer, mais qui est décédé depuis, donc je ne pourrais pas l'inviter, qui est indien, qui s'appelle Kellyanne Sanyal, Rethinking Development, c'est un livre qui est paru en 2007, et où lui analyse dans le fond un changement assez radical des organisations qui s'occupent du développement, surtout de la Banque mondiale, à partir du milieu des années 80. Et je pense que pour le coup ça fonctionne assez bien avec la thématique de l'adaptation, qui est que dans le fond, le but du développement n'est plus de produire ça, que ça, en gros, ça a été produit, que le but de ce qu'on appelle le développement, c'est de gérer les populations superflues. Et dans le fond, c'est l'idée qu'en créant le processus de développement, on crée ce que Marx appelle de l'accumulation primitive, c'est-à-dire séparation, surtout des travailleurs avec la terre, mais qu'en même temps, les processus de développement ne peuvent pas intégrer l'ensemble des personnes qui sont ainsi séparées du moyen originel de production dans des rapports salariaux, d'emploi, etc. stables, et que donc il existe une population flottante, superflue, même au sens d'arène, superflue du point de vue de l'accumulation économique, et qu'il s'agit de gérer. Et donc il s'agit d'assurer d'une manière ou d'une autre la subsistance, etc. etc. Et dans le fond, Sanyal défend cette thèse que c'est de ça dont s'occupent maintenant les organisations de développement, non plus véritablement une politique d'accumulation économique, de croissance, etc., mais de gestion de la misère, quoi. Bon, on peut développer ça. Et puis sur des économistes non néoclassiques que j'aime bien, je citerai John O'Neill, que vous connaissez peut-être, qui est assez intéressant, qui est un mélange entre un aristotélicien, un philosophe analytique et un marxiste, ce qui semble trois choses totalement incompatibles, mais qui est un spécialiste de l'économie de l'environnement, qui à mon avis a fait des choses les plus intéressantes sur ces questions. Mais enfin non, ça je ne vais pas trop. Ah oui, puis dernier point sur lequel je voulais répondre à tes questions, c'est sur la naturalisation des sciences sociales. Là aussi, ce que je vais dire est un peu rapide, mais je pense en effet on est dans une période un peu difficile de ce point de vue-là, et où bizarrement certaines pensées qui peuvent apparaître comme critiques en fait se font les passeurs d'une mise à plat. Non, ok, je m'attaque à Bruno Latour, enfin pas Bruno Latour, mais une certaine compréhension de l'acteur réseau avec une symétrisation de tous les actants, et où dans le fond il n'y a plus de spécificité propre
aux acteurs humains, il n'y a plus de rationalité propre aux acteurs humains, et donc la causalité, la responsabilité, etc. disparaît un petit peu. Et dans le fond, ce qui semble être une opération d'impérialisme des sciences sociales, en fait, se retourne en opération, dans le fond, de naturalisation du monde social et d'indistinction ontologique entre des catégories d'analyse. Bon, c'est peut-être un petit peu minoritaire. Par contre, je pense que toute la littérature qui est vraiment extrêmement importante sur les systèmes socio-environnementaux, sur la résilience, pour le coup, toutes ces choses autour de l'adaptation, en fait, sont conceptuellement largement déterminées par une vision de sciences naturelles. Ce qui fait que tous ces auteurs ont beaucoup de peine à penser les rapports de pouvoir, les rapports d'inégalité, les rapports de domination au sein des sociétés humaines. Et c'est des visions qui sont assez fortement fonctionnalistes. Comment une société s'adapte, mais en fait, il y a souvent peu de réflexion sur les différenciations internes aux sociétés humaines, aux groupes humains, et au fait qu'il y a des intérêts divergents, des visions différentes, etc., etc. Et ça, c'est un aspect, effectivement, que je trouve un peu ennuyeux. Voilà. Merci. Du coup... Je me lance alors. Oui, enfin, sur le deuxième point, sur le rapport avec les sciences de l'ingénieur, pour faire simple, les sciences dites de la nature, j'ai l'impression qu'il y a quand même une incompréhension, je ne sais pas ce que tu en penses, mais une incompréhension assez forte entre, disons, de postures épistémologiques et même de postures sociales en général, de rapport aux politiques, entre ces sciences dites dures et les sciences sociales. Et à chacun, de mon expérience, chacun renvoie à l'autre, disons, une politisation inefficace, quelque part. C'est-à-dire que, je le fais très simple là aussi, mais du côté des sciences naturelles, on dit oui, mais nous, on cherche des solutions qu'on met à disposition des gens, enfin pas tous, hein. Tu as une partie Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très difficile de globaliser. C'est pas parce qu'on est dans un rapport instrumental, fonctionnaliste, et que la fonction, elle n'est pas au service de quelqu'un, et que le quelqu'un en question, c'est pas la partie la plus faible de la population. Ça ne l'indique pas. Il faut voir en contexte comment c'est utilisé. Et pour une bonne partie, enfin, je pense notamment à toutes ces personnes qui ont organisé l'énorme colloque de la Résilience Alliance à Montpellier il y a 2 ans, je crois maintenant. J'ai eu cette discussion-là avec l'un des organisateurs, qui était un peu pris à partie pour son discours naturalisant. Et lui, il dit, mais nous, on n'a pas du tout le même rapport, en fait, ni aux décideurs publics, on n'est pas du tout dans la même situation. Et il faut replacer tout ce qu'on produit dans ce contexte-là. Nous, c'est pas notre travail d'analyser la société, et personne ne comprendrait qu'on fasse ça. C'est pas notre épistémologie. Donc, dans le contexte épistémologique qui est le nôtre, par contre, on a une position qui, elle, n'est pas neutre. Et c'est ça et c'est implicite, ça ne se voit pas. Dans la production écrite, ça ne se voit pas. Donc après, il faut aller voir les uns et les autres, où ils se positionnent. Évidemment, on va trouver les néoclassiques et on va trouver les marxistes, entre guillemets. Mais ce n'est pas dans les textes qu'on va les trouver. Donc ça, c'est un premier point. Attends, juste un truc, il y a une thèse qui a été soutenue à ce sujet sur le positionnement idéologique de scientifiques de sciences dites dures et sciences sociales par rapport au réchauffement climatique. Et elle a été soutenue à Montpellier l'année dernière, il me semble. Ah ouais, bah, tu m'enverras, tiens. Ouais, l'auteur c'est Scotto d'Apollina, Lionel Scotto d'Apollina. Et en fait, il a été interviewé des scientifiques pour leur demander ce qu'ils pensaient idéologiquement et comment ils le transmettaient dans leurs travaux. Oui, parce qu'après, de l'autre côté, du côté toujours des sciences dures, entre guillemets, parfois ils vont dire, bon, comme au précédent séminaire de Nicouvet, pour ne pas le nommer, il dit, bon, tout ça, d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien, hein, c'est super, vos analyses comme ça, il y a les puissances, tout, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, le science sociale, même super radical, il dit rien. Et c'est quand même une faiblesse, il dit rien, parce que épistémologiquement, il considère que c'est pas son rôle. Donc il y a une très très fréquemment, enfin 95%, pour des raisons de neutralité par rapport à l'objet qui est étudié, de neutralité par rapport aux acteurs,
de non-confusion entre le travail du scientifique et le travail du militant et du décideur. Bon, enfin, il y a tout un tas de raisons. Bon, donc ça, c'est un premier point. Je trouve que la critique qui revient souvent est en partie mal fondée, à mon avis. Mais bon, voilà, c'est un point qui est plus général que ton intervention. Après, aussi, question de contexte, je trouve que, enfin, il y a parfois ce qui peut apparaître comme un manque de cohérence, je trouve, dans ce que tu dis, entre d'un côté, donc, tu insistes beaucoup en disant qu'il n'y a pas d'accent mis assez sur la vulnérabilité. C'est quelque chose qui manque, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est socialement construit. Mais d'un autre côté, il y a toute une partie de la production sur la résilience qui peut être comprise comme ça, justement, comme mettant précisément l'accent sur la vulnérabilité. Et dans ton discours, je trouve qu'on glisse de l'un à l'autre sans véritablement identifier quels sont les acteurs. Alors peut-être que c'est la question du sujet dont parlait Anaïta, mais quels sont les acteurs qui poussent quoi, et surtout dans quel contexte? Parce que les agences internationales, ou le GIEC typiquement, si le GIEC dit c'est la faute aux capitalistes ou machin, et le Koweït dit non, cette phrase est à enlever. Et il a le droit. Donc il n'est pas étonnant que le GIEC ne le dise pas. Donc il faut prendre les discours dans le contexte et derrière qui est-ce qui pousse. Enfin, moi, si tu veux, j'ai entendu pas mal le discours, oui, l'adaptation c'est un renoncement, et donc j'ai apprécié que tu fasses la nuance en disant que l'adaptation depuis le début c'est une demande du Sud. Pareillement, les questions de commerce dans les conventions de Rio, très souvent c'était des demandes du Sud. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les grands industriels, pour la bonne raison qu'en grande partie ils n'étaient pas là. Ils étaient à l'OMC, ils étaient dans une autre convention, et l'espace international n'est pas cohérent. On projette très souvent cette idée que... enfin, on projette l'idée de notre État-nation dans l'espace international. On dit, non, c'est comme entre deux ministères, il y en a un qui peut dire blanc, l'autre noir, et c'est pire que tout dans l'espace international. Ils peuvent voter un truc qui va dans un sens et voter un truc qui va dans un autre, et tant que ça ne se rencontre pas, ça pose aucun problème. Donc j'ai bien apprécié que tu restitues un peu la complexité, en montrant qu'il y a cette ambivalence du discours par rapport à l'adaptation, qui est une forte demande du Sud, qui veut effectivement demander, qui voulait se servir de ça aussi. Il n'a pas 36 moyens d'obtenir du pognon. Donc il se dit, je vais peut-être avoir de l'argent. Puis de l'autre côté, l'adaptation au sens assez différent de, ouais, non mais changement climatique, on n'y peut plus rien, les gaz à effet de serre, ça coûterait trop cher, et on va s'adapter. Et ces deux contextes sont vraiment différents. Et très souvent, on arrive dans les études parfois un peu trop critiques, un peu trop rapides, mais tu le fais un petit peu de temps en temps aussi. Il y a le tournant de l'adaptation. Oui et non, quoi. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à faire un discours global, enfin un diagnostic global. Moi, pour faire le diagnostic global, je sortirais complètement, si tu veux, d'un discours micro, en essayant de prendre ce qui est plus ambitieux, mais qui, comme tu as essayé de le faire un moment, la crise économique, le machin et tout. Bon, grosso modo, ce qui est en train de se passer, c'est que les têtes il y a des grands blocs de négociations. Pour les pays industrialisés, l'environnement, c'est plus trop prioritaire. Enfin, c'est surtout s'adapter, mais s'adapter avec plein de moyens. Ne pas lâcher la croissance économique et ainsi de suite. Pour une partie des dirigeants des pays dits du Sud, on va sacrifier un peu de population, mais c'est surtout un prétexte pour essayer d'obtenir du pognon, cette adaptation. Et les populations, à la base, elles n'en voient pas la couleur, ni rien du tout. Là-dedans, il y a des ONG, des OIG qui essayent de contourner, mais de bonne foi, qui essayent de monter des trucs assez bancals, mais qui, elles font ce qu'elles peuvent un peu. Puis il y en a d'autres qui essayent qui sont de pure mauvaise foi, opportunistes. Enfin, tu vois, la difficulté, c'est d'arriver à tenir un discours sur l'espace international qui ne soit pas une espèce de caricature, quoi. Bon, voilà, je m'arrête. Hein. Yep. Je ne sais pas si c'était des questions, enfin je pense que je peux partager à peu près tout ce que tu as dit. J'ai eu ce débat avec Raphaël Matevet, qui était un des aussi des tenants de la résilience en France, qui a écrit ce bouquin avec Bousquet. Oui, voilà, Bousquet. Voilà, enfin, je les ai eu les deux aussi en débat. Donc ils pensaient qu'ils avaient été invités dans un dîner de cons. Bref. Oui, non, mais en plus, mais non, mais après ça, on a eu quand même une discussion très, très intéressante et très poussée, en fait. Où eux défendent l'idée que
dans le fond, au sein même des études de la résilience, notamment de la Resilience Alliance et puis du Stockholm Resilience Center, il y a 4 tendances qui s'identifient d'ailleurs dans nos bouquins, entre tendances hyper fonctionnalistes et vraiment de sciences biologiques, quoi, jusqu'à une tendance dans laquelle eux-mêmes s'inscrivent, je ne me souviens plus comment ils la caractérisent, mais qui essayent de prendre en compte les rapports de pouvoir dans l'analyse du contexte local, de ce qui est ou ce qui ne fait pas la résilience. Donc, oui, enfin, je reconnais parfaitement le fait qu'il y a une sociologie des sciences interne à toute une série de courants, et qui m'intéresse d'étudier. C'est une non-naïveté par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, quoi. C'est plutôt ça, en fait. Hein. Tout à fait, une non-naïveté, mais en même temps, toujours aussi un problème de stratégie d'échelle, parce que, dans le fond, c'est toujours la question, si j'étudie tel territoire, telle société, etc., ben, je suis obligé de faire abstraction d'un certain nombre de phénomènes que je qualifie d'externes, et puis je suis obligé de réfléchir à la résilience par rapport au système que j'ai découpé. Et puis, l'économiste politique, il est obligé, lui, de revenir derrière en disant « Oui, mais ce que vous avez abstrait, c'est précisément quelque chose qui est absolument structurant, qui est un rapport de pouvoir plus grand que ce que vous pouvez voir, etc. etc. » Voilà, c'est pas pour dire que ce qui m'intéresse dans le papier que j'ai fait, puis dans la présentation que je viens de faire également, c'était moins d'identifier les perspectives internes au champ scientifique que de brosser un petit peu rapidement quelle était la perspective qui avait été stratégiquement sélectionnée dans les organisations internationales pour parler d'adaptation et pour parler de résilience. Je ne suis pas ignorant du fait que ça ne se réduit pas à ça. Mais ce qui m'intéresse, dans le fond, et que je pense quand même pertinent, c'est d'essayer de comprendre justement l'idéologie de ces organisations internationales. Ça me paraît parlant malgré tout que ce soit plutôt des approches en termes biophysiques, etc., qui soient celles qui sont mises en avant, et que les solutions qui sont amenées, évidemment, c'est pas une surprise de dire que l'IPCC n'appelle pas à l'abolition du capitalisme, etc. Je suis d'accord. C'est pas ce que je veux dire, c'est en termes d'explication de pourquoi on tient ce discours-là. Tu vois, donc ça rejoint ce que tu dis sur oui. Alors voilà, après, ce qui est intéressant, intéressant, c'est au sein d'un ensemble possible de discours, notamment scientifiques, sur un certain nombre de phénomènes, lesquels sont considérés comme pertinents par quels acteurs. Voilà. Et du coup, quels sont les effets distributionnels que ça a en termes de l'informaticité. Ouais. Non, mais je pense qu'on est d'accord avec ça. L'autre aspect sur le plan plus politique, enfin, que faire Alors, c'est pas Marx, je te l'accorde. Je te dis là. Mais je pense que ce qui m'intéresse, c'est plutôt de comment réfléchir à l'adaptation en termes de réduction de vulnérabilité. Et puis si on parle de réduction de vulnérabilité, et puis là je reviens un tout petit peu à ce que nous enseigne l'écologie politique, au sens political ecology, c'est dans le fond l'incapacité d'un certain nombre d'acteurs, entre guillemets, dominés, à disposer d'un certain nombre de ressources, non seulement des ressources permettant leur reproduction, donc des biens, de la nourriture, etc., mais surtout ce qu'ils appellent les ressources politiques, c'est-à-dire la capacité à influencer le contexte dans lequel leur vie se déroule. Et ça attire notre attention sur réfléchir à la vulnérabilité en termes de dépossession politique. Comment est-ce que... Et puis là, ça nous renvoie à la question des sujets de la subjectivité, mais qui se subjectivisent de manière politique. Quels sont les mouvements, quelles sont les institutions représentatives qui permettent de transformer le contexte, qui permettent d'agir sur la distribution des biens et des ressources, de l'accès au sol, de l'accès aux biens. Et du coup, je pense, ça pose la question de l'État, de la représentation et de la démocratie. Et là, même si on n'est pas un spécialiste des écosystèmes, on a aussi des choses à dire
à ce propos en tant que science sociale. Et c'est cet aspect politique, mais vraiment au sens, pour le coup, politicien, enfin, institutionnel, etc., qui est très souvent, dans le fond, absent des discussions sur l'adaptation, où ce qui est priorisé, c'est plutôt la société civile, les communautés, enfin, toute une série de découpages de la société qui sont précisément des découpages apolitiques. La démocratie participative. Voilà, une démocratie, enfin, il y a un aspect comme ça. De la gouvernance, entre guillemets. Voilà, de la gouvernance. C'est l'ambiguïté. Voilà. Si moi j'avais peut-être une réaction par rapport à ce qu'elle dit. En fait, je trouve ça super intéressant cette question de l'adaptation que j'ai. Parce que moi je suis doctorant en sociologie, donc je travaille un peu sur des questions aussi liées à la récupération par le système capitaliste de cette thématique de l'écologie, à travers un sujet qui est plus précis, mais je ne vais pas développer là. Mais ce qui est assez intéressant du coup, c'est de voir aussi ce qui se passe au niveau des. C'est une question moi de l'adaptation que j'ai finalement assez peu posée dans mon travail, donc, et de voir du côté des ONG aussi. Ce qui se passe, et là vraiment en écoutant, ce qui m'a vraiment frappé, c'est je pense au mouvement des villes en transition. Je sais pas si voilà, qui est vraiment sur ce domaine vraiment sur qui met vraiment en avant justement cette idée de la résilience. Et je me demande s'il n'y a pas eu finalement aussi au niveau des ONG, alors je sais pas si c'est une question que je pose, mais aussi un tournant un peu vers cette idée d'adaptation finalement, parce que dans le mouvement des villes en transition, on est vraiment dans une vision à mon sens très apolitique de l'écologie, où on met effectivement l'accent très peu finalement sur les rapports sociaux, beaucoup plus sur comment adapter les territoires pour vivre le réchauffement climatique jugé quasiment inéluctable, comme on lit en fait un petit peu les écrits de ce mouvement. Et voilà, et du coup les responsabilités sont très peu pointées, et même dans les modes d'action prônés par ce mouvement, il n'y a pas de... voilà, on est dans la recherche du consensus, il faut être inclusif, donc pas hésiter à dialoguer avec toutes les organisations, y compris le pouvoir, etc. Et voilà, et du coup je ne l'avais pas pensé de cette manière-là, mais et en plus c'est un mouvement qui marche très bien, enfin, qui fonctionne assez bien, notamment dans certains pays anglo-saxons, mais aussi en France, qui commence à s'implanter pas mal depuis quelques années. Et moi, ce qui est assez intéressant, ce que j'observe aussi sur mes terrains, c'est en fait de voir que, alors que moi j'ai étudié des cercles de réflexion parisiens notamment, où il y a des cas, des chefs d'entreprise qui se réunissent, qui parlent de l'écologie dans leur thématique. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en fait, j'y ai assisté, quand on évoque la décroissance, il y a des fois des réactions très virulentes, même d'un point de vue, on sent que c'est... des personnages qui ont du mal à se contenir sur les mots qu'ils envoient là-dessus, on sent que ça les fait sortir presque de leur gond, alors qu'ils sont capables de dialoguer avec des mouvements comme les villes en transition, comme le mouvement Colibri, et du coup on a des mouvements qui sont capables en fait comme ça de plaire à la fois moi j'ai aussi vu dans les rencontres sur la décroissance, des Colibris sont représentés, mon villes en transition, enfin il y a une sympathie relative mais quand même présente vers ces mouvements, et en même temps du côté de cadres et chefs d'entreprise qui eux sont pas prêts à sacrifier le capitalisme, pour le dire un peu rapidement, de voir qu'ils sont capables de dialoguer avec ces mouvements-là en fait. Et du coup on a, moi je l'ai vu au niveau associatif, on a vraiment ces mouvements-là qui sont un peu apolitiques, qui sont capables de plaire potentiellement à des mouvements comme la décroissance, qui remettent en question l'accumulation, etc. Et en même temps de plaire à des gens qui sont clairement plus engagés dans un mouvement, je dirais, entrepreneurial, et qui veulent bien effectivement prendre en compte la question de l'écologie, mais sans aller jusqu'à la remise en question des rapports de pouvoir dans lesquels ils sont pris et dans lesquels ils ont aussi un certain intérêt à perdurer. Voilà, je sais pas, moi je l'ai vraiment, je trouve ça assez... Quand je parlais de naturalisation du changement social, quoi, en fait ces catégories finalement, parce que les acteurs sur lesquels j'ai bossé parlaient d'action par contagion, en fait, enfin, aller jusqu'à dire... C'est au niveau biologique que ça se passe, quoi. Tu vois, moi je change, donc toi tu changes aussi, donc finalement, alors là on est en dehors de toute politique, quoi. Oui, enfin, non mais pour aller dans ce sens-là, après... Oui, non mais moi je crois pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a un mode d'action qui est celui que vient de décrire ce jeune docteur. Mais il y a un autre truc, après il faut se poser la question en termes de récupération par le capitalisme, je pense que c'est hyper biaisé aussi, et qu'il y a des actions sociales qui peuvent découler de ces mouvements-là sans pour autant... C'était vraiment pour simplifier, je le dis ça comme ça.
Non, mais là, on est plus sur, à mon avis, interroger une certaine modalité d'action. Et quels sont ses effets, quels sont... Et puis il faut savoir si ce tournant, finalement, il s'est opéré dans les organisations internationales, mais est-ce qu'il n'est pas aussi c'est quelque chose qu'on a vu dans les mouvements, dans certaines organisations aussi plus militantes Moi, j'ai pas étudié ça, mais il y a pas mal de choses qui existent dans le monde anglophone et un petit peu dans le monde francophone, sur les villes en transition, sur la notion de résilience, la permaculture, enfin, tout ce qui vient de ça, Robert Hawkins, et tout ce mouvement qui pointe ce que vous venez de mentionner. Moi, en lisant le bouquin de Hopkins, dont le titre exact m'échappe maintenant, mais Manuel de la transition. Manuel de la transition, j'étais fasciné par ce que vous avez mentionné. Donc, dans le fond, il y a la naturalisation de deux choses, qui est le peak oil et puis le climat. Donc ça, c'est deux données intangibles. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de ça. Mais l'autre chose qui m'a vraiment beaucoup fasciné, c'est le modèle politique, en fait, enfin, ce que Hopkins décrit comme étant le seul moment où la Grande-Bretagne était résiliente, c'est la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Donc c'est l'économie autarcique. C'est au moment où, dans le fond, on était obligé de ne compter que sur soi-même, qu'on était pleinement résilient, quoi. J'en tire pas de conclusion plus générale, je dis ça sérieusement, mais je pense qu'il y a dans le mouvement des villes en transition et d'autres choses de ce type-là, dans le fond, il y a quelque chose qui en fait existe dans une tradition politique beaucoup plus ancienne, qui est une certaine forme d'anarchisme, une forme de sécessionnisme territorial et ou social. Donc, dans le fond, l'idée que face aux problèmes bien réels, sur lesquels on peut avoir une critique forte, fondamentale, etc., dans le fond, il s'agit de reconstituer à partir ou à côté de la société quelque chose qui fonctionne de manière plus ou moins autonome, de manière plus ou moins indépendante, etc. Et dans le fond, il ne s'agit plus, comme chez d'autres anarchistes ou dans le mouvement ouvrier, etc., de s'affronter aux structures de domination qui produisent le problème, mais dans le fond, de vivre de manière libérée sur une parcelle limitée, quitte ensuite à ce que d'autres soient attirés à soi, etc. C'est peut-être ça que signifie l'action par contagion, mais dans le fond, on n'est pas dans une vision vraiment contestataire de la production du problème. Ça peut aller... Alors, je suis peut-être pas d'accord avec ça. Non, mais je ne dis pas que mon analyse est pleinement réfléchie, parce que j'ai pas... Enfin, moi, j'ai pas étudié ces villes en transition, c'est juste quelques lectures que j'ai faites, mais j'avais un peu cette impression de sécessionnisme territorial, au sens où nous on s'organise face à ce qu'on perçoit être une crise, un problème, etc. D'autres peuvent nous rejoindre, ils sont les bienvenus, mais on n'est pas directement dans l'idée qu'il faut attaquer ou transformer ce qui a causé le problème. Et c'est pas un jugement moral de ma part de dire ça. Enfin, moi, je ne le verrais pas comme ça, parce qu'ils identifient quand même un problème qui est ce pic de pétrole, qui est les dépendances à tout un tas d'institutions qui, en grande partie, sont les fondements du capitalisme, même s'ils ne veulent pas le nommer comme ça. En particulier, les modes de vie, le rapport au travail, le rapport à la consommation, enfin, il y a plein de choses qui le mettent en cause, effectivement, sans employer, en essayant d'éviter les mots qui fâchent. Les mots qui pourraient susciter disons, éviter par rapport à leur objectif qui est cette action-là, moi je rapprocherais plus du socialisme associationniste, ou si on veut prendre un point de comparaison dans le mouvement ouvrier, il y a d'un côté ceux qui disent que ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit tant qu'on n'a pas renversé le capitalisme, et puis ceux qui disent bon ouais, c'est bien les gars, c'est un peu désespérant votre truc, et nous ce qu'on va faire c'est les coopératives de production, c'est les entreprises coopératives, toute l'économie sociale et solidaire, on va construire même on va essayer de socialiser une partie du salaire, construire l'État-providence. Pour moi, c'est le même genre d'action, des actions positives, entre guillemets, en essayant entre la vision marxiste classique du mouvement ouvrier et puis la réalité du mouvement ouvrier, il y a aussi un écart quand même assez important.
Et il y a tout un tas d'actions de ce type-là, de gens qui disaient, bon d'accord, oui, enfin le grand système, on n'y peut rien, enfin on n'y peut pas grand-chose en tout cas, donc on lutte un petit peu contre le grand système et tout, mais il faut qu'on se réapproprie une partie de notre quotidien, une partie de notre consommation, et ce qu'on peut se réapproprier, on se réapproprie. Ça ne fait pas tout, certes, mais alors, après il y a la version faible qui est le colibri, alors là on s'affronte, là pour le coup on ne met pas, dans certaines versions du colibri, on met très très peu de choses en cause. Hein. Et puis il y a des versions plus fortes du colibri où on va, disons, vers des utopies un peu de société, de contre-société égalitaire ou de contre-culture, ou des choses comme ça. Enfin, les mouvements peut-être un peu hippies peuvent se reconnaître en partie là-dedans. Quoi, hein. Donc, moi, je ne parviens pas à opposer là en disant qu'il y en a un qui s'affronte et que l'autre ne s'affronte pas. Pour moi, ils ne s'affrontent pas pareil. Et que quelque part, l'histoire a montré jusqu'à présent qu'aucun des deux n'a gagné. Aucun des deux n'a démontré qu'il était plus efficace que l'autre. Et donc j'ai tendance à penser que c'est plutôt des mouvements complémentaires l'un de l'autre. Il y a plusieurs manières de s'attaquer aux dominations, ou à l'exploitation, enfin voilà. L'un est d'aller dans vraiment pour le faire très schématique, hein, l'un est d'aller dans disons, la lutte capital-travail, hein, avec le risque de rester dans le système. C'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire que ça perpétue un affrontement. Ou alors sortir de l'affrontement et tracer une autre voie. Ça serait les deux grandes modalités. Donc aucune des deux n'est moins politique que l'autre, mais pas pareil. Ça c'est clair que c'est pas pareil. Bon, ça reste à affiner, mais moi c'est vraiment l'impression que j'ai, parce que quand on voit Hopkins et tout, enfin c'est tous des vieux de la vieille du mouvement écolo qui se sont affrontés, qui ont fait plein de luttes et tout. Ils ne sont pas du tout naïfs hein, par rapport à la chose politique, pas du tout. Par contre, ce que dit Buxeval aussi, par contre ce qu'il dit c'est que, bon, on a tout essayé, là on a un truc qui marche. Donc là je retombe sur ma question sur que faire. C'est bien votre critique, mais elle est un peu en surplomb. Hein, c'est une critique de sociologue sans être méchant, mais voilà, qui arrive, qui dit, bah, voilà, moi je vois que vous faites pas ci, vous faites pas cela, peut-être, mais regardez ce que je fais aussi. Et regardez comment j'arrive à le faire. Bon, c'est... Bon, je ne sais pas quelle est ta position, on va se tutoyer, c'est le plus simple. Quelle est ta position là-dessus, mais je trouve que des fois, il y a un peu le côté bourdieusien de la critique en surplomb qui écrase l'acteur. Donc ça, c'est une vieille discussion, mais voilà, c'est juste le point. Ça rejoint effectivement sur la question, sur ta présentation, tu vois, de quel est le rôle de l'intellectuel là-dedans et comment... Parce que quand tu as parlé de la critique du politique, il t'a donné une définition à un moment de se réapproprier du pouvoir politique. À ce moment-là, j'ai pensé, c'est la définition de l'empowerment, ce que tu as donné. Et alors là, on peut trouver tout un tas de critiques. L'empowerment, c'est bullshit. Ce qu'il faut, c'est une grande critique du capitalisme. Bon, l'articulation de l'un à l'autre, ça mérite d'être thématisé davantage. Je pense que c'est un problème aujourd'hui d'opposer les deux. Il faut plutôt les voir comme complémentaires. Je pense que c'est la tension dans laquelle se construit la sociologie, en tout cas, entre réforme, révolution, émancipation et... Oui, mais c'est pas thématisé en tant que tel, c'est pas thématisé comme complémentaire. Mais non, parce que c'est un niveau tellement métathéorique que ça n'a pas de sens si on le décontextualise. Tu vois, par exemple, parler des communautés hippies dans les années 50, 70, parler de la Lebensreform dans les années 30, c'est pas du tout parler du mouvement colibri aujourd'hui, quand bien même il y a une forme d'agir collectif qui est la communauté ou le désir de communauté. Et je pense que remettre de l'épaisseur à partir du terrain, et en tout cas c'est la seule chose que nous on peut faire en tant que sociologue qu'on sait faire, ça permet justement de ne pas tomber dans un excès ou dans l'autre, et finalement et puis replacer les gens dans la situation, parce que la décroissance, par exemple, quand on va dire la décroissance à la CGT, c'est pareil, hein, ça leur fait pas plaisir du tout. Pourtant, est-ce que c'est des gens qui sont dans la défense du capitalisme? Non. Simplement, dans leur situation, décroissance égale licenciement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié. Bon, c'est moyen. Merci pour décroissance égale licenciement, parce que j'ai oublié de parler du numéro collectif qu'on a fait. Fabrice, Romain, Édouard, Morena et moi sur le travail contre nature. Donc c'est un numéro de la revue Mouvement qui est paru en janvier et que j'ai en plus oublié d'apporter pour le faire ça. Alors tant qu'on est dans la pub, je vous signale que le 5 mars prochain, il y aura une nouvelle rencontre au lieu dit autour de ce numéro. La dernière fois, nous avions eu l'occasion d'inviter, la chance d'inviter Romain. Mais cette fois, on a Pascal Durand, donc des Verts, Édouard Martin
PS, je crois, non? C'est PS. Et Marie-Claire Caïto de la CGT Mines-Énergie. Tu veux? Qui a bien voulu participer par ailleurs à un débat croissance-décroissance dans un autre contexte. Comme quoi les choses commencent à se détendre un peu sur le vocabulaire au moins, pas sur le nucléaire. Vers 19h. 19h, au lieu dit... 6 rue Sorbier, voilà, 75 comme, 020 Paris. l'annonce va tourner bientôt. Je suis en train de faire valider l'annonce, le texte de l'annonce, et après ça va être annoncé. Sur les réseaux, comme on dit. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non, je pense vraiment, juste pour finir là-dessus, je pense qu'il y a une vraie difficulté à ne pas avoir une pensée, je dirais, comme dit François Schneider, il dit la silver bullet. C'est la pensée il y a la bonne analyse. Et puis, il y a la bonne action qui est efficace et tous les autres, c'est pas bon. Alors que, allez, encore une fois, l'histoire montre, en tout cas l'histoire du socialisme, du communisme, montre que quand il y a eu cette stratégie-là, de une seule action, ça n'a jamais bien fonctionné. C'est-à-dire que Proudhon tout seul, sans la prise de pouvoir, bon, ouais, ok, enfin voilà. La prise de pouvoir tout seul sans Proudhon, bon, l'Union soviétique, c'est quand même un problème. C'est un peu ce que disait Philippe Corcuff la dernière fois sur le spectre. Alors je ne sais plus quelle expression il utilisait, peut-être que vous avez meilleure mémoire que moi là-dessus. Sur le spectre et la diversité des actions et en fait leur complémentarité qui donnait l'écologie politique dont il parlait lui. D'autant plus que les acteurs ont conscience de ça. C'est-à-dire que les acteurs ne s'excluent pas les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a une forme de division du travail qui est pleinement consciente dans les gens qui sont engagés dans ce genre de choses. Ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est pas le truc qui va tout faire. Ils savent très bien que... Je vous donne juste un exemple, encore une fois, qui m'a semblé assez éclairant de cette conscience que les gens ont, qu'on agit dans des situations différentes et qu'on fait ce qu'on peut à partir de la situation dans laquelle on est. Et qu'un des moyens de changer de lutte, c'est de changer de situation. C'est ce que disait Bernard Saincy lors de la rencontre au lieu-dit. Il disait à la CGT, une fois on parlait environnement comme ça, puis quelqu'un a dit, avait état son appartenance à Greenpeace, et là ça s'est vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient à Greenpeace, et c'était quelque chose qui n'était jamais sorti, parce que tout le monde était persuadé que les autres pensaient que Greenpeace c'était vraiment le truc qu'il ne fallait pas fréquenter, du point de vue de la CGT. C'est un réveil, c'est la même chose pour ceux qui sont à Greenpeace. Ouais, non, mais c'est des choses qu'on retrouve assez souvent en fin de compte, et donc les gens peuvent parfaitement, se rendre bien compte qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'action. Ils se rendent compte aussi qu'il y a une certaine incompréhension d'une situation par rapport à une autre situation, et que la construction d'un point de vue collectif, elle ne se fait pas comme ça. C'est pas le chercheur en sciences sociales en particulier qui arrive en disant paf, moi je vous explique, je m'appelle Bourdieu, bon. C'est comme ça qu'il faut penser. Donc ça renvoie aussi à la question de qu'est-ce que c'est qu'un savoir critique, un problème, comment on positionne, quel est le rôle des intellectuels dans la société, voilà, toute chose que évidemment une bonne partie des sciences sociales ne se posent pas forcément d'ailleurs. Ils peuvent se poser, mais pas forcément. Pour lequel le programme ambitionné a des réponses. Tout ça. Alors, briller dans l'espace international, on a compris, faire le buzz, tout ça. Je pense aussi qu'il n'y a pas une solution pour tous. Parce que déjà, les choses intéressantes avec le capitalisme, c'est que le capitalisme, il fait la homogénéisation, je ne sais pas si c'est dit comme ça, les modèles de vivre pour tout le monde. Mais c'est ce que c'est très compliqué parce que le capitalisme, il est arrivé à faire ça, mais après, pour faire des solutions, mais c'est plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas juste une solution pour toutes les sociétés, parce que c'est très compliqué. Et après, par exemple, ça existe
ça existe l'exemple de l'Équateur, qu'il y a un écrivain qui s'appelle Alberto Acosta, qui a écrit sur les biens vivres. Je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est Équateur en première et après la Bolivie. Et ça a commencé à travailler sur les lois, sur les constitutions là-bas, l'Équateur et la Bolivie. Et aux femmes, par exemple, il a arrêté le travail avec les gouvernements parce que Alberto Costa, parce qu'il a trouvé qu'aux femmes, les gouvernements, il a fait des accords avec des entreprises pour vendre les pétroles et tout, les terrains, tout. Et du coup, bon, mais il y a la réflexion, mais toujours, mais après, il n'y a pas juste une solution. Parce que c'est très compliqué, je sais pas, c'est très compliqué de lutter contre les pouvoirs. C'est qui, et on va dire qu'il y a les pouvoirs. Et c'est ça, non? Et qui prend les décisions. C'est ça qu'on a parlé un petit peu de ça. Et après, ça existe un autre écrivain qui est en train de réfléchir aussi sur les compensations. Si c'est suffisant les compensations pour les... Je ne sais pas comment dire. La dette écologique pour les populations, je ne sais pas si c'est dit comme ça, affectées pour les catastrophes. Mais c'est suffisant la compensation, ou il faut réfléchir justement pour c'est quels les paramètres pour dire quelle société c'est plus vulnérable que l'autre. Donc, aussi, il faut voir quelle est la société plus, je sais pas, plus affectée pour les catastrophes. Mais le cas de l'Équateur, c'est un bon exemple parce que justement, tu vois, la question que je te posais sur comment un État peut, a une marge de manœuvre pour produire un discours. Après, dans les applications réelles, en tout cas, produire un discours qui, en apparence, s'oppose à ces principes internationaux, et finalement, en raison des incohérences justement et des différentes forces opposées, notamment celle du marché, se retrouve dans une situation comme celle de la réserve Yasuni, où finalement il est dépassé par ses propres promesses, et malgré la notion de bonne vivre dans la Constitution, se retrouve obligé de brader le pétrole de la réserve d'Indiens la plus symbolique de la planète. Et justement, ça c'est vraiment ces stratégies nationales de construction politique, de négociation, c'est comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans le cadre des politiques de développement, des rapports avec la Banque mondiale. Oui, et il y a un vrai espace pour produire des politiques de réduction de la vulnérabilité, notamment de réduction face au risque de catastrophe. L'exemple que tu as donné, la comparaison Cuba-Haïti, mais en Asie du Sud-Est aussi, il y a des pays qui ont réussi à mettre en œuvre toute une série de programmes justement d'alerte, de secours en cas de catastrophe, de construction de bâtiments résistants, etc. Donc évidemment qu'il faut faire ça, et puis ça donne évidemment une marge de manœuvre pour des solutions tout à fait concrètes. Il ne s'agit pas d'opposer ce genre d'action à une révolution, etc. Mais je pense que ce qui est déterminant dans ce genre de situation, et le cas de Cuba, je ne suis pas castriste du tout, mais je le montre quand même un tout petit peu, c'est malgré tout la capacité pour des États à mener des politiques relativement autonomes, quoi. Et puis, toute une série de choses qui avaient été obtenues dans les années 60-70, après les indépendances, avec des mouvements disons, nationalistes, progressistes, dans toute une série de pays du Sud, en termes de progrès d'éducation, de santé, etc., qui sont tous des éléments essentiels de la réduction de la vulnérabilité, ont été passablement balayés avec les programmes d'ajustement structurel, dans lesquels la capacité des gouvernements nationaux à mettre en œuvre ce genre de programme a été complètement réduite. Donc, vous pouvez avoir des formes formelles de participation, mais si la capacité du gouvernement à disposer de fonds, à mettre en œuvre une politique est nulle, c'est de la gestion de pénurie, quoi. Donc, je pense évidemment qu'il y a une logique aussi à
à ce niveau-là, de se battre pour avoir des marges de manœuvre possibles pour des programmes de réduction de la vulnérabilité. Oui, se battre ou profiter de l'opportunité d'eux, mais en tout Oui. cas, tu vois, au niveau des États, mais Non, ça me paraît... ouais, d'avoir des stratégies contradictoires. Pour le coup, ça justifie encore plus le fait que certains pays s'accrochent à l'adaptation, parce que... Mais bien sûr. Non, mais alors, j'espère pas que je donnais l'idée qu'il fallait pas financer l'adaptation, etc. Donc, Non, je pense, façon, qu'au ça niveau devient international... financé. Non, tout à fait, mais si on... c'est la difficulté d'avoir un discours global, parce que le tournant de l'adaptation peut laisser penser que c'est un... Bon, Mais n'ayons pas peur de la complexité. Je pense que si on veut raisonner en termes stratégiques et si c'était à nous de faire cette politique, il faudrait évidemment que les pays du Sud, pour le dire rapidement, obtiennent le plus possible de financement de l'adaptation, que ce soit de la compensation ou d'autres formes, pour mettre en œuvre et la capacité de mettre en œuvre des politiques de réduction de la vulnérabilité, etc. etc. Mais la critique que j'essaie de faire, c'est que dans le fond, les programmes qui sont mis en œuvre, et ça je n'ai pas eu le temps de le développer, mais notamment par la Banque mondiale, les programmes par exemple pour la résilience climatique, etc., sont des programmes d'adaptation qui, eux, ne renforcent pas les capacités des États à mener ces politiques de manière autonome, mais ciblent au contraire justement l'idée d'une forme plutôt individualisante d'adaptation. Par exemple, tous les services de microassurance qui sont fondés ultimement sur la capacité des ménages à mettre de côté une partie de leurs revenus pour acheter une assurance qui permet de les rembourser en cas de mauvaise récolte. Donc ce n'est pas un système social d'assurance, c'est un système fondé sur le marché, etc. etc. C'est la forme que prend cette adaptation qui pose problème, et je pense qu'on peut tenir les deux ensemble. C'est à la fois essayer d'obtenir des financements pour cette adaptation, mais faire en sorte que les formes qu'elle prend soient des formes dans les plus émancipatoires possibles, pour faire vite, quoi. moi, je serais preneur de références, 2-3 références clés sur ce système éthiopien. Oui, alors rien. Oui, mais Je peux les sinon, retrouver il y a tout de des suite, choses à mais faire. je les enverrai. Ouais, je veux bien. Il y a un, Ouais, il y a un je article comprends. très bon, une chercheuse danoise. Vas-y, mais rapidement. s'il te plaît. Oui, je voudrais dire que, sauf à croire que 4 ou 5 siècles de colonisation ont débouché sur un succès total et complet, on ne peut quand même pas dire que la cause du bouleversement climatique, ce sont les sociétés humaines, point. Parce que si on dit c'est les sociétés humaines, ça veut dire qu'effectivement la colonisation a mis absolument tout le monde dans la dictature de la marchandise, que la Coca-Colaisation du monde a absolument bien fonctionné, et donc la cause c'est les sociétés humaines. Non, les sociétés humaines sont infiniment diverses, et on a eu la preuve par l'intervention à côté. Moi je dirais pas Bolivie-Équateur, je dirais il y a des sociétés autochtones andines qui ont suffisamment échappé au bourrage de crâne occidental pour avoir des visions du monde originales et pour lancer les idées de Sumak Kaosai, traduit à peu près le bien vivre en harmonie. Et ce sont des sociétés qui disent nous ne voulons pas un développement alternatif, nous voulons des alternatives au développement. C'est-à-dire nous voulons sortir totalement de la logique développementiste occidentale, et je trouve que c'est en ça que c'est intéressant ce qui s'est passé dans les Andes. Donc non, c'est pas les sociétés humaines qui sont la cause, ce sont certaines sociétés humaines vaincues par l'ordre mondial capitaliste ou vaincues par la mégalomanie des États ou des empires. Parce que je pense qu'il n'y a pas que le capitalisme. Par exemple, ce qui s'est passé en Chine depuis des siècles, c'est aussi une forme de folie des grandeurs. Donc c'est une erreur fondamentale de dire les sociétés humaines, ce qui revient à l'autre erreur, dire la faute c'est, voilà, il faut dire le mot anthropocène. Le mot anthropocène, de ce fait même, est une absurdité. Autrement, quand Rob Hopkins cite en exemple de sécession originale l'Angleterre dans les années 40, il y en a un autre, je pense, Pablo Servigne, l'agronome belge, qui est très lié au milieu de la décroissance. Lui, il donne toujours un autre exemple, c'est
Cuba qui ne reçoit plus de pétrole, et donc Cuba qui vit une forme de transition, et lui il en tire comme conclusion que l'Europe sans pétrole, c'est une Europe à 20-25% d'agriculteurs, donc il va falloir 120 millions d'agriculteurs en Europe pour s'en sortir en travaillant manuellement sans pétrole. Donc c'est... À chaque fois, on prend un exemple de lieu sécessionniste qui a été obligé de s'auto-organiser.